Bonjour et bienvenue à tous à notre webinaire du 10 février. Aujourd'hui, on est très content d'avoir Karine Bertrand et Martin Caméry qui vont nous présenter sur le projet Gîte COVID. Donc, le webinaire est organisé là, dans le cadre de l'édition spéciale du CRI Pandémie, qui est notre séminaire Convergence, Recherche, Intervention organisé par le RISC, l'IUD, l'équipe Hermès, l'ACCID et la QCD. Donc, avant de commencer le webinaire et de laisser la parole à nos deux conférenciers aujourd'hui, je voudrais simplement faire quelques précisions. Donc, vous êtes dans la plateforme Zoom. Puis, je vous invite, comme je disais au début, à fermer votre micro pour assurer une bonne qualité du son pour tous. Puis, le webinaire aujourd'hui est enregistré puis va être rendu disponible en rediffusion par la suite sur notre site web. Donc, en gros, notre webinaire va durer au total 1 heure. Donc, on va avoir une conférence magistrale de 40 minutes, suivie de 15 à 20 minutes de questions à la fin. Donc, vous aurez l'opportunité, comme je disais, à la fin de poser vos questions, soit via le chat qui se fait en bas de votre fenêtre Zoom, ou alors en posant vos questions à l'oral. À ce moment-là, je vous inviterai à lever la main, puis je vous accorderai le droit de parole. Donc, puis une autre petite précision aussi, le PowerPoint de la présentation va être rendu disponible sur notre site web. Puis, je ne prends pas davantage de temps, je laisse tout de suite la parole à Karine et à Martin. Puis, bienvenue à tous à notre webinaire d'aujourd'hui. Oui, merci beaucoup, Émilie. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous présenter les résultats du projet de recherche Gîte COVID avec Martin Caméry. Donc, c'est vraiment un regard croisé entre les milieux de la recherche et les milieux de la pratique en dépendance qu'on vous offre aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Martin pour vous expliquer un petit peu la petite histoire du projet. Et peut-être préciser, là, si tu me permets, Karine. Karine la plupart d'entre vous la connaissez certainement, là, qui est à la fois professeure à l'Université de Sherbrooke, mais également la directrice scientifique là, de l'Institut universitaire Indépendance. Là. Elle se passe de présentation, mais je me permets de la présenter. Puis, moi, c'est Martin Caméry, je suis directeur adjoint à la direction des programmes santé mentale dépendance SUS Centre-Sud. Et la petite histoire, en fait, il faut se rappeler où on était en avril dernier. Et devant le flou, l'inconnu et un peu l'incertitude là, qui régnait devant les services en dépendance, il y avait des consignes qui commençaient à descendre d'activités qu'on devait cesser, qu'on devait laisser de la place, hein, donc la crainte qu'on avait à ce moment-là. Puis rapidement, on s'est rendu compte qu'on devait unir nos efforts, là, plus les gens de la dimension de la recherche et de la pratique pour trouver une réponse, puis trouver non seulement une réponse, mais documenter comme les impacts de la pandémie, mais aussi arriver à avoir certaines balises sur lesquelles on peut s'appuyer, peut-être parfois même pour revendiquer le maintien de certains services. Et c'était ça une de nos préoccupations, parce qu'on sentait là, que certains de nos services nous glissaient un peu entre les doigts. Donc, on voulait unir nos efforts là, pour en fait un peu ce qu'on appelle le bien commun, là, nos services, les intervenants, les usagers, surtout là, pour maintenir les activités. Oui, puis ces préoccupations-là qu'on a pu déjà identifier au Québec très tôt dans la crise sanitaire, ça a aussi des échos au plan international. On a déjà au mois d'avril, on avait une certaine littérature, des éditoriaux, surtout à ce moment-là, puisque ça venait de débuter, qui nommaient un peu le même type de préoccupation. Ça nous a permis d'identifier qu'historiquement, les épidémies affectent gravement puis de manière disproportionnée les personnes qui sont marginalisées ou prises avec des conditions chroniques de santé, dont la santé mentale, mais aussi les dépendances. Puis c'est ce qui nous a amené aussi à identifier la précarité sociale et la dépendance comme thème spécifique, puisque en plus d'être à risque d'être infectées de façon plus importante que les personnes en général, de la population générale, sont aussi à risque d'en subir des effets plus sévères, plus graves sur leur santé, à la fois parce que souvent, ils vont avoir des problèmes de comorbidité physique beaucoup plus importantes, mais aussi par rapport à leurs conditions de vie, conditions sociales qui amènent des impacts sociaux, disons, par rapport à toute la mise en place des mesures en contexte de crise sanitaire.
On était aussi intéressé de façon plus spécifique à l'analyse du sexe, genre et de la diversité sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, déjà, la question des femmes a été soulevée par l'Organisation mondiale de la santé dès le début de la crise, étant donné les conséquences sociales. Ce qui est particulier avec la COVID-19, en fait, c'est que le taux de mortalité est plus élevé de fait pour les hommes, pour des raisons biologiques, mais en termes de précarité sociale, qui est plus important chez les femmes, la question de la parentalité, de la monoparentalité notamment, le fait qu'elles sont aussi beaucoup en première ligne comme travailleurs essentiels, on voit que les conséquences sociales ont été plus marquées, puis ça a été soulevé dès le début de la crise, mais aussi les groupes plus marginalisés ou qui sont aux prises avec des obstacles à l'accès aux services, qui sont victimes des fois de jugements, qui vivent des expériences de stigmatisation, notamment dans leur expérience de soins. C'est le cas des personnes de la diversité sexuelle, puis les personnes aussi de la diversité de genre, comme les personnes trans ou non-binaires. C'est des personnes qui sont davantage affectées par les dépendances de manière générale et pour qui les impacts de la crise sanitaire nous inquiètent parce qu'ils peuvent être plus sévères. On va vous en parler aussi dans nos résultats pour voir comment tenir compte aussi dans les recommandations. Donc, pour réaliser ce projet-là, le but, c'était de documenter les impacts de la crise sanitaire, mais aussi d'identifier la littérature puis les expertises, les savoirs expérientiels qu'on appelle des personnes concernées, mais aussi des intervenants et gestionnaires. On a voulu aller faire donc un tour rapide de la littérature puis des expertises pour pouvoir documenter ces impacts-là, puis proposer des recommandations aussi pour soutenir les milieux d'intervention. Donc, on a fait la synthèse de 246 écrits, soit des articles scientifiques ou des guides de pratique, par exemple de l'INES ou du CRISM, différents guides aux États-Unis et en Europe. On a également consulté 15 personnes concernées par l'usage de substances psychoactives et qui vivent dans des contextes de précarité sociale. Parmi ces 15 personnes-là, on avait 8 personnes qui s'identifiaient comme hommes, puis aussi 4 comme femmes, et puis 3 personnes qui avaient des identités de genre différentes, comme par exemple non-binaires. On avait aussi 46 gestionnaires et intervenants, dont une certaine partie, 18, on a fait des entrevues en profondeur, puis on avait aussi un sondage. Ces 46 personnes-là proviennent de 12 régions différentes du Québec. Et puis, on avait aussi majoritairement des gens provenant des milieux communautaires de réduction des risques, mais aussi des milieux CCCIUS et puis d'organismes privés. Donc, une grande diversité en termes de milieux, puis aussi les personnes concernées qui avaient une orientation sexuelle aussi assez diversifiée. Donc, la moitié hétérosexuelle, puis la moitié différents autres types d'orientation sexuelle. Pardon, Voilà. Alors, on a, à partir de tout ce travail-là, plus de 60 recommandations formulées avec une équipe de recherche qui est composée de chercheurs universitaires, de chercheurs aussi du milieu. On a des médecins de santé publique, on a des personnes concernées par l'usage de drogue, également des praticiens. Donc, on a réfléchi à valider, bonifier la formulation de 60 recommandations. On vous en présente seulement 6 aujourd'hui parce qu'on veut y aller plus en profondeur. On vous invite à aller voir sur le site web de l'IUD le rapport complet qui est aussi maintenant disponible en anglais depuis quelques jours. Alors, pour commencer, les effets de la pandémie, qu'est-ce qu'on a pu documenter à travers ces différentes sources de données-là? Donc, peut-être mentionner que la littérature parle d'une diversité d'impacts psychosociaux comme on s'y attendait. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui est nommé dans la littérature, c'est aussi rapporté par des jeunes. Entre autres, on a un projet de cohorte actuellement avec des jeunes qui utilisent les services tapage, travail alternatif payé à la journée ou d'autres organismes de réduction des méfaits pour des jeunes qui sont en instabilité résidentielle. Ces jeunes-là, on a pu capter leur perspective dans ce suivi de cohorte-là. C'est intéressant peut-être de voir qu'on avait ces jeunes qui nous disent, pour les 3/4, vivent beaucoup d'ennuis depuis le début de la pandémie. Donc, au moment où on collecte les données, c'est la première vague, pour rappel. La moitié se sentent plus anxieux, plus déprimés. Ils mentionnent qu'ils vivent plus de conflits avec leurs proches pour le quart d'entre eux, se sentent plus isolés aussi socialement pour le quart. Puis, pour le quart aussi, ils disent en fait qu'ils n'ont aucun contact avec les proches. Et ces dynamiques-là sont nommées ailleurs aussi aux États-Unis, en Europe, dans la littérature, l'isolement social, l'anxiété, les dépendances comportementales aussi, par exemple à l'Internet, des stress financiers importants, donc des pertes d'emploi, des risques d'itinérance. On a eu des entrevues au campement Notre-Dame dans le cadre de ce projet-là, puis on a effectivement pu rencontrer des gens qui étaient nouvellement en situation d'itinérance, étant donné des pertes d'emploi.
difficulté à répondre aux besoins de base aussi. On parle ici de la nourriture, même l'aspect de logement, bien sûr. Les enjeux de stigmatisation, discrimination et profilage social aussi qui sont documentés. On a pu voir aussi la question des contraventions qui a été parlée dans les médias, effectivement en contexte de couvre-feu, mais dans la première vague aussi, il y avait des dynamiques aussi autour des contraventions liées aux mesures sanitaires et le risque accru de violence aussi. Dans nos données qualitatives, on voit notamment la question du travail du sexe qui accentue les conditions de précarité, puis qui entraîne vraiment des risques de violence accrue, notamment avec les clients ou encore avec les proxénètes. Ça a été nommé à plusieurs reprises. Puis les enjeux de violence conjugale, de façon générale, qui sont nommés par l'Organisation mondiale de la santé, et qu'on a pu documenter aussi qualitativement auprès des usagers qu'on a rencontrés. Sur l'usage de la substance, les effets sont complexes. On a à la fois, effectivement, on peut documenter que depuis la pandémie, il y a une augmentation de la consommation, mais particulièrement chez ceux qui ont déjà des profils intensifs de consommation ou encore qui ont des problèmes de santé mentale. D'ailleurs, les gens qui augmentent leur consommation vont citer des motifs liés à de l'automédication pour gérer la déprime, l'anxiété, l'isolement. Il y a aussi, par contre, une diminution de la consommation chez d'autres personnes liée notamment à des enjeux d'accessibilité. La transformation du marché de la drogue amène que certaines substances coûtent plus cher, sont moins disponibles, il y a les difficultés financières. Donc, pour une certaine portion des gens, ils vont consommer moins. Nos jeunes de la cohorte tapage nous racontent exactement ces choses-là pour les mêmes raisons. Et on constate ça au Royaume-Uni également, puis en France, notamment dans les enquêtes, cet effet un peu à double sens. Ce qui est très préoccupant dans la transformation du marché de la drogue, c'est qu'on se trouve avec des produits qui sont plus dangereux. Et on note aussi les ruptures de service dont on parlera tantôt. Quand on combine ces deux facteurs-là, on voit qu'il y a une accentuation des surdoses. Et ça, c'est documenté par les NSPQ ici, mais aussi en Colombie-Britannique. Moi, j'ai pas d'écouteurs, par exemple. Hein? Hop. Donc, je pense qu'on entend peut-être fermer vos micros. Et l'autre élément aussi, c'est que c'est cet usage de substances en lien avec les éléments de détresse. C'est un rétablissement en dépendance qui est compromis. Beaucoup d'abandon de services, notamment, ce qui fait que les gens rapportent avoir, par exemple, abandonné une démarche de rétablissement ou que leur situation qui était plutôt stabilisée est devenue, à ce moment-là, plus problématique. Il y a eu aussi beaucoup d'effets sur les services, parfois surtout négatifs, mais aussi des impacts positifs. Martin va vous en parler davantage. Donc, peut-être préciser effectivement, là, quand Karine dit qu'il y a eu beaucoup d'effets sur les services, bien, tout le monde, vous n'êtes pas sans savoir, là, la diminution, là, l'impact négatif a beaucoup été la rupture, puis et la diminution de certains services, que ce soit la diminution de nombre de lits dans certains milieux, que ce soit communautaire et public, pour respecter la distanciation sociale, la diminution de services, même la fermeture de certaines arrêt de certaines activités. On peut penser au site d'injection supervisée, on peut penser à d'autres activités donc de suivi, d'accompagnement dans la communauté, même des services de réadaptation et dépendance dans plusieurs régions du Québec. Il y a eu une diminution importante des activités dues au délestage d'activités. Mais de l'autre côté, ben, en fait, c'est sans précédent, hein, c'est-à-dire que on n'a pas eu le choix, comme tous les milieux, un peu de s'adapter rapidement et de trouver des stratégies pour répondre à des besoins. On a juste à penser à l'arrivée d'une télépratique plus grande, à des choses qu'on parlait depuis longtemps là, sur la gestion de la consommation d'alcool, les WET ou le Safe Supply. Donc, la pandémie a également eu l'effet d'un accélérant sur certains services. Ça, c'est un élément qu'on veut ramener tantôt en disant, mais qu'est-ce qu'on ne veut pas perdre non plus là, de ce que la pandémie nous a forcé à faire. Et sans oublier la cogestion, je vous dirais, dans nos organisations, donc la cogestion médicale et avec les gestionnaires en dépendance, c'était une vision, quelque chose qu'on voulait démarrer. Et là, c'est une obligation qu'on a eue de rapidement de se concerter pour trouver des réponses adaptées et non pas seulement de dire ben, on va se consulter aux besoins. Donc, on a dû s'adapter rapidement. Mais surtout, finalement, les impacts négatifs, c'est ça qui nous a frappé de plein fouet là, dans un premier temps. Donc,
Peut-être, Karine, si tu peux... Oui, donc effectivement, ces impacts-là, en fait, ont mené à une première recommandation là, qui a même fait l'objet d'une lettre ouverte dans les journaux, en fait, qu'on a signée avec plusieurs autres chercheurs de l'Institut universitaire sur les dépendances, à l'effet que les services en dépendance sont essentiels en temps de crise sanitaire. Donc, ça implique de réduire au minimum le délestage, éviter les ruptures de services, puis même augmenter l'accès à ces services-là pour certaines populations plus vulnérables, notamment pour prévenir les complications puis les décès. On voyait tantôt la hausse des surdoses. Donc, ça a été une première recommandation vraiment de les considérer comme essentiels. Il y a une certaine littérature aussi qui va exactement dans ce sens-là. C'est ancré aussi dans ce que le vécu des personnes concernées qu'on a interviewées, peut-être nommé, par exemple, un jeune qui utilise les ressources en réduction des méfaits au début de la crise sanitaire, qui nous mentionne avoir l'impression de vivre comme dans un aquarium, où il se retrouve dans une situation où ses ressources, ses repères, il les a perdus complètement, puisqu'il y a eu plusieurs ressources qui ont dû fermer, notamment pour des enjeux budgétaires. Il y avait la mise en place des mesures de sécurité qui devaient se faire. Alors, il y a eu des manques en termes de besoins de base, nourriture, même hygiène. Et puis, même au niveau des accès plus difficiles sur certains types de services, sites d'injection supervisée étaient à hausse au début. Donc, puis ça demeure encore un enjeu. Et la difficulté d'avoir des contacts humains amenait même, malgré les besoins si grands, la difficulté à se mobiliser pour aller vers des services dans des conditions où il y avait très peu accès finalement à une présence humaine, par exemple, une boîte à lunch dans la rue qui donnait, par exemple, mais c'était difficile au début de pouvoir maintenir un accès un contact avec l'intervenant, ce qui fait que les jeunes disaient, même si on faim, peut-être c'était plus difficile de se mobiliser pour aller dans ce type de service-là. Alors, Martin, je pense que tu as pu observer aussi toute l'importance du maintien des services en dépendance aussi. Je te laisse mentionner ce que tu as observé. Puis effectivement, Karine, comme on en a discuté là, plusieurs fois, puis notamment la lettre ouverte là, qui a été publiée dans les médias, je pense que c'est important de souligner, là, c'est un bon coup pour nous, pour la dimension de collaboration, travail participatif, différents acteurs, parce que c'est un peu un cri du cœur là, qu'il y a du côté des usagers, du côté des intervenants, du côté des équipes en dépendance qui se voyaient un peu contraints pour toutes sortes de raisons, de dire on doit cesser des services, on doit délester du personnel par mesure de prévention de la dimension de la propagation du virus, mais en même temps, toutes les préoccupations et tous les risques associés à la dépendance, c'est comme si au début, on avait tendance à un peu non pas les mettre de côté, mais on mettait tellement l'emphase sur la pandémie que des services qui étaient délestés pour aller prêter main forte faisaient en sorte que notre clientèle, leur situation s'aggravait. Et donc, le délestage, comme certains gestionnaires et intervenants le mentionnaient, les ruptures de services, l'impact était important. Et donc, les usagers, finalement, non seulement les listes d'attente se rallongeaient, mais ils n'avaient plus accès aux services. Donc, on voyait non seulement des retours à la consommation, mais aussi des conséquences comme des usagers en sevrage, des surdoses et compagnie. Donc, l'accès, la recherche nous permettait également de revendiquer au sein même de nos organisations, parce que juste de dire c'est important les services en dépendance, c'est une chose, mais de dire c'est important les services en dépendance et c'est documenté et voici des effets, nous ont permis non seulement au local, mais même de façon plus large au provincial, et même avoir un discours qui a changé de ministre Carman disant les services en dépendance sont essentiels, vous devez maintenir ces activités. Donc maintenant, on a non seulement des porte-paroles, mais également des appuis scientifiques. Là, que je te passe la parole, Karine. Oui, merci. Puis, donc, une fois qu'on dit qu'ils sont essentiels, là, c'est tous les enjeux de l'adaptation des interventions, de l'offre de services, tant en soins spécialisés que sur le plan des interventions en réduction des méfaits. Donc, on a aussi voulu approfondir ces questions-là à l'aide des expertises terrain et de la littérature scientifique, ce qui nous a mené à la deuxième recommandation, qui est celle-ci, donc de maintenir l'accès en présence aux services en dépendance pour répondre aux besoins des personnes
en situation de crise psychosociale ou qui n'a pas accès aisément aux technologies, en considérant aussi la nécessité de maintenir le lien à long terme avec les personnes en situation de précarité. Donc, cette recommandation-là a été faite aussi à la lumière qu'on a observé que des personnes se sont senties un peu à la marge ou exclues, incapables des fois de pouvoir s'adapter à ces modes à distance qui sont mis en place, dont on parlera tantôt. Il nous mentionnait dans les personnes concernées rencontrées qu'à distance, c'était angoissant comme type de contact, ils sentaient peu de chaleur, ils pouvaient se sentir démobilisés. On voit ici le contact humain qui est essentiel, puis le fait que d'avoir de façon unique cette modalité-là, ça a été très difficile pour cette personne-là notamment. Des nouveaux enjeux aussi en termes qui ont émergé, comme la question de la violence aussi dont j'ai parlé. Il y a des femmes notamment qui nous ont parlé des groupes en ligne, notamment des groupes d'entraide. C'était bien de pouvoir garder contact, mais il y a eu des propos racistes ou à caractère sexuel, des comportements déplacés qui se faisaient à travers les chats, par exemple. Donc, les enjeux d'espace sécuritaire qui deviennent différents avec une transformation rapide des services. Donc, on a été alerté aussi de prendre en compte ces enjeux-là lorsqu'on adapte les services, puis pour le fait que la question de la présence demeurait aussi essentielle dans certaines circonstances. Je pense que Martin, tu as observé aussi à ce niveau-là des enjeux puis des défis dans le cadre de tes fonctions de gestionnaire. Ben, en fait, constamment. Puis les enjeux, c'est de trouver l'équilibre entre, oui, éviter la propagation du virus, trouver une façon de sécuriser notre personnel, de s'assurer que finalement, on offre des services de façon adéquate, mais c'est aussi pour plusieurs usagers, l'accès en présence est primordial. Les gens, c'est pas tous les gens. Souvent, on va dire, bon, mais il y a la technologie, il y a le téléphone, mais ce n'est pas tous les usagers qui ont la capacité de s'isoler pour avoir un appel confidentiel ou finalement des outils comme finalement l'Internet pour avoir une consultation, je dirais, comme on est en train de faire présentement. Puis, s'ajoute à ça, bien, toute l'intervention dans le milieu, la proximité, les interventions sur le terrain, bien, dans les moments les plus complexes, comme on a eu dans les situations de stress pour toute la population, dans une situation de vulnérabilité, de précarité, bien, c'est encore plus difficile pour plusieurs usagers. Donc, en fait, l'effort est non pas de se retirer, mais même si la consigne, c'est rentrer chez vous, en fait, notre effort, nous, c'est d'être disponible puis se rendre sur le terrain et être disponible pour la clientèle. Puis je vous dirais, cet équilibre-là n'est pas évident. On jongle constamment avec des consignes et il y a encore plusieurs régions au Québec, forcément, où beaucoup de services sont à distance. Et c'est comment arriver à trouver et même faire, je dirais, de l'advocacy, de revendiquer l'importance des services en présence pour les usagers et non pas seulement de dire, bien, les services vont se faire à distance. Donc, c'est comment arriver à trouver cet équilibre entre les besoins des usagers, le respect des mesures, puis également d'avoir un environnement avec nos intervenants pour pouvoir à la fois desservir la clientèle, mais aussi sécuriser, je vous dirais, puis de toutes les préoccupations que chacun de nos intervenants était aux prises avec la même pandémie, là. Donc, on n'était pas extérieur, on le sait tous. Donc, l'accent en présence, il faut être capable de le revendiquer à l'intérieur, il faut être capable de trouver un sens, il faut être capable de rassurer à la fois les usagers et à la fois nos intervenants et nous-mêmes, trouver l'équilibre parfois très difficile dans tout ça. Oui, tout à fait. Merci, Martin. Puis, en ce sens-là, ça n'invalide pas l'importance, évidemment, des services à distance. Les personnes concernées qu'on a rencontrées nous disaient, à la fois, le message, c'était de dire, pour certains, parce que dans les moments où ils vivent trop de détresse, parfois parce qu'ils ont un accès difficile à la technologie, ils n'ont pas un lieu où c'est confidentiel, ça les laisse finalement, ça accentue les inégalités sociales. En fait, c'est les personnes qui n'ont pas l'environnement requis ou le niveau de stabilité pour avoir ce service-là vont finalement être davantage impactés par la transformation des services. En même temps, pour plusieurs, ils mettaient de l'avant le côté intéressant des services à distance. Donc, la recommandation 3, c'est d'offrir ces services psychosociaux-là à distance aux personnes qui ont la capacité d'être rejointes pour favoriser la continuité des soins, des services et des traitements. Donc,
ça peut être une option qui permet d'optimiser effectivement la question de la sécurité puis d'éviter de perdre le contact. Entre autres, les personnes nous mentionnaient que même en contexte de réduction des méfaits, il y a eu des innovations comme celle-ci où est-ce qu'on a des travailleurs de proximité, des travailleurs de rue qui ont parlé du rôle clé de l'accès aux médecins puis aux professionnels en téléconsultation en rendant la technologie avec les tablettes puis les Wi-Fi disponibles. Donc, les personnes aussi en situation de précarité nous ont dit que parfois, elles avaient un rôle plus facilité et elles ont aussi mentionné qu'elles ont pu continuer de suivre leur suivi finalement psychosocial à distance, parfois lorsqu'il y avait des relations thérapeutiques bien installées, puis ils ont vraiment apprécié pouvoir continuer à distance, de pouvoir rencontrer régulièrement puis poursuivre leur suivi. Donc, ça demeure quand même des modalités, même avec les personnes qui sont en situation de précarité, qui ont porté leurs fruits puis qui ont été vécues aussi positivement dans certaines situations à certains moments. Donc, Martin, je pense aussi que vous avez développé différents types de services à distance avec un certain succès dans certaines circonstances. Bien, en fait, je pense qu'il y a des régions qui sont allées beaucoup plus loin. Bref, il y a toutes sortes je dirais, de variables ou de variations là, sur l'accès à distance. Puis, donc, la dimension d'avoir accès aux services à distance, comme tu le dis, Karine, là, permet pour des personnes qui étaient confinés de continuer d'avoir des services, permet pour des personnes qui étaient finalement n'auraient pas pu venir à leur rendez-vous parce qu'ils ont des enfants qui étaient à la maison. Ça nous a éclairé sur toutes sortes d'éléments qui étaient vus comme, bon, mais éventuellement, peut-être nous irons là. On a juste à penser à la prolongation qu'on pouvait faire avec les consultations médicales pour les prescriptions en lien avec le TAO, toutes sortes de stratégies qui font en sorte que puis faire un clin d'œil à Myriam Beaulieu là, sur les enjeux de chronicité quand on dit comment on va faire pour au long cours. Avant ça, on disait faire un suivi au long cours. Toutes les modalités à distance, téléphonique et autres, là, vraiment, on a pu y toucher. C'est sûr que l'accès à la technologie demeure. Notre réseau dans plusieurs milieux n'était pas adapté, que ce soit par les outils, les caméras, les outils pour faire le suivi. Donc, il y a ça, mais il y a également comment soutenir les professionnels sur l'éthique. Puis je ferai la différence entre l'accès de services à distance et le travail de la maison. Parce que la même intervention à distance peut se faire dans un bureau. Puis, on a certains intervenants qui nous ont également mentionné moi, si je fais une intervention puis j'ai quelqu'un en crise suicidaire, si je fais le 911, puis je ne suis pas dans la même région que mon usager, là, il y a un petit problème parce que l'intervention, mais finalement, le 911, c'est les gens de ma région qui vont répondre. Donc, ça amène même certains enjeux sur la différence entre l'intervention à distance qui peut se faire de mon bureau, l'intervention à distance qui peut se faire de la maison avec des usagers. Donc, il y a toutes sortes d'éléments d'éthique et même pour arriver à bien, je dirais, bien mettre en place, mais ça nous a permis quand même, je dirais, plus de façon transversale, ce qu'on a entendu dans plusieurs régions, de maintenir toutes sortes d'activités et pas seulement individuelles. Il y a eu de belles initiatives de groupes téléphoniques, de groupes en Zoom, en différentes plateformes et également là, des suivis. Et pas seulement de maintenir le contact. Certains, au début de la pandémie, beaucoup de délestage. Il y a eu toutes sortes d'interventions qui ont été faites pour essayer de maintenir, de voir comment les usagers allaient. Mais on parle également d'un suivi régulier et qui donne accès à certains éléments tels que des plages sur l'heure du midi, quelqu'un qui travaille, qui tout à coup peut avoir accès à son rendez-vous, qui auparavant n'arrivait pas à se rendre, ou un père ou une mère monoparentale avec des enfants qui, l'accès aux services devenait beaucoup plus difficile. Maintenant, avec les services à distance, ça nous permet de rejoindre une clientèle qu'on rejoignait peut-être plus difficilement. Oui, merci. Et un autre défi, en fait, qui a été rencontré, c'est la question des mesures sanitaires à mettre en place en cas d'éclosion de COVID-19, comment arriver à adapter nos services puis bien répondre aux besoins des personnes. Donc, on a formulé la recommandation 4. Donc, que je vais lire ici, il faut développer des outils de prévention et de contrôle des éclosions de la COVID-19 qui tiennent compte de la réalité des milieux de traitement, de la dépendance avec hébergement ou encore dans des services de réduction des méfaits en ressources d'hébergement. Donc, les enjeux de collaboration qui peuvent aussi s'installer à ce moment-là entre la santé publique et les milieux d'intervention.
Qu'est-ce qui nous a mené à formuler cette recommandation-là? Notamment des personnes rencontrées dans le cadre de notre étude qui nous ont parlé d'expériences d'hospitalisation, de confinement, d'isolement vécues particulièrement péniblement, avec de la détresse, des expériences de sevrage, de solitude, le sentiment d'être brimés aussi de leur liberté, puis d'être peu soutenus durant cette période-là. On a ici un extrait de quelqu'un qui nous mentionne « Si j'avais tué quelqu'un, j'aurais eu le droit à 1 heure de sortie à l'extérieur, alors que là, je n'avais pas le droit. » Donc, le fait de se sentir vraiment pris à l'intérieur. On a notre médecin de santé publique, David Martin-Milot, qui parlait des enjeux des pauses cigarettes dans des situations comme celle-là, des gens qui sont déjà aux prises avec différentes dépendances, comment aménager, par exemple, des règles qui soient à la fois sécuritaires et tiennent compte des besoins. Cette personne-là qui nous parlait de sa sortie faisait le parallèle avec des expériences passées, même en prison, où est-ce qu'il se sentait carrément en prison, puis parfois même dans des conditions encore plus dures à tolérer. Et puis, les gestionnaires nous ont parlé aussi de ces enjeux-là. Puis, Martin, tu mentionnais aussi des préoccupations importantes. Tu as pu observer ces situations-là dans différents types de services, n'est-ce pas? Ben oui, puis en voulant bien appliquer, puis là, comprenez-moi bien, là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas bien appliquer les mesures de prévention puis de contrôle des infections, mais en voulant les appliquer à la lettre, les mesures à l'intérieur de certains milieux internes, on s'est retrouvé à générer plus de refus de traitement, plus de comportements, je vous dirais, qu'on n'aurait pas souhaité avec la clientèle parce que les mesures étaient très strictes, très claires, dans le sens où un usager qui quittait, à titre d'exemple, un milieu hospitalier devait être isolé pendant 14 jours à la suite de son séjour hospitalier finalement dans une ressource, dans un milieu avec hébergement. Là, on se rendait compte que parfait, on l'applique bien à la lettre, on évite la propagation, mais de l'autre côté, les usagers signent des refus de traitement et s'en vont parce qu'ils disent qu'ils ne sont plus capables. Et donc, c'est d'arriver au niveau du CIUS Centre-Sud, à un moment donné, on était rendu à plus de 150 usagers en attente de service, puis des lits de libre où que les gens signaient constamment des refus de traitement. Donc, il a fallu vraiment revenir avec nos gens qui sont au lien avec la prévention et le contrôle des infections, nos médecins à l'intérieur du CIUS, au même titre que les médecins en santé publique, pour regarder comment on peut adapter tout en respectant des consignes, mais à la réalité que si les usagers quittent et se retrouvent en sevrage, ou les usagers quittent et se retrouvent dans une reprise de la consommation, des comportements à risque, finalement, on a plus de crainte d'avoir pour certains usagers, qui là, on parle d'usagers qui étaient asymptomatiques, COVID négatifs, et donc qui auraient des conséquences qui pourraient être plus grandes finalement par le souci d'avoir un milieu où il n'y a pas de propagation. Donc, il fallait trouver cet équilibre entre, puis de dire comment on peut adapter nos services, un peu ce que Karine, tu mentionnais, de dire est-ce qu'on peut avoir une pause cigarette accompagnée d'un préposé à l'hôpital? Est-ce qu'on peut avoir finalement une mesure où on a mis en place le dépistage sur le site et de moduler les interventions pour s'assurer d'éviter que les gens finalement quittent le traitement parce que c'était trop contraignant. Et à partir du moment qu'on a allégé puis qu'on a en plus soutenu avec le personnel la mise en place des bonnes pratiques, on se rend compte que les usagers respectent les consignes et donc, ça nous permet de leur donner les services auxquels ils ont droit. Donc, il faut vraiment, puis on a dû militer fort là, pour avoir un écho et sensibiliser les décideurs à une application qui avait son équilibre entre la gestion des contrôles des éclosions de la COVID et également de maintenir notre offre de services régulière. Là. Très intéressant. D'ailleurs, on cite l'article clé un document de l'INES, notamment, qui soulève tous les enjeux éthiques auxquels on doit faire face dans différentes situations comme celle-là, puis comment tenir compte à la fois des risques qu'on peut nommer biologiques, mais de l'ensemble des risques aussi qui sont courus par différents types de clientèle plus marginalisées. Puis dans cette complexité-là, en fait, donc, il y a eu, tu nommais certains exemples qui sont des pratiques innovantes, comment on s'adapte. Puis justement, on a voulu faire cette recommandation-là, la 5e, qui est plus générale, c'est-à-dire qu'on souligne que certains services développés durant la crise sanitaire afin de s'adapter à l'intensification puis l'évolution des besoins sont également à conserver après la crise sanitaire.
pour répondre adéquatement aux besoins des personnes en situation de précarité. Donc, cette idée d'avoir eu un accélérateur à l'innovation, étant donné la réponse à la crise, les personnes concernées nous ont rappelé plusieurs éléments positifs aussi qu'ils ont vécu. Des médecins, par exemple, qui leur prescrivaient maintenant des approvisionnements plus sécuritaires en plus de la méthadone. Pour certains, le fait d'avoir un meilleur accès parfois à un médecin en raison de la téléconsultation qui est devenue plus la norme qu'auparavant. Le maintien d'un suivi en psychothérapie en modalité à distance qui finalement permettait de résoudre certains défis d'accessibilité aux services qu'ils pouvaient vivre même en dehors de contexte de pandémie. Donc, ils nous ont dit, mais ça, on souhaiterait que ça reste même après la crise sanitaire. Donc, je pense que, Martin, il y a différentes innovations comme ça que tu as pu observer puis qui t'apparaissent intéressantes aussi à garder dans le temps. Oui, Karine, puis je pense que j'ai le souci également du temps. Je pense que tu l'as même bien résumé, là, puis je pense qu'on ne pourra pas faire semblant qu'on n'a pas fait cette avancée-là. Fait que c'est peut-être juste le commentaire que j'aimerais dire, puis je le garderai plus en conclusion, là, pour garder du temps pour nos questions, là, si ça te va. Oui, tout à fait. Puis vous voyez la liste là, de ce qui a été nommé comme étant tous les éléments importants d'avancée. Donc, on avance ici sur la 6e recommandation, c'est celle-ci aussi d'une certaine manière générale, mais après, elle a plusieurs implications spécifiques. Donc, l'importance d'adopter une approche de soins inclusive centrée sur le besoin des personnes qui tiennent compte du genre et de la diversité sexuelle. L'importance encore plus soulignée en contexte de la pandémie. Je nommais la question des impacts. Il y a certains sous-groupes parmi les populations en situation de vulnérabilité qui sont impactés encore davantage. Les personnes concernées rencontrées nous ont parlé de vécu de stigmatisation puis de jugement, notamment en contexte d'intervention policière dans les services de santé. Là, je parle notamment des personnes de la diversité sexuelle et entre autres aussi les personnes trans. Ils nous mentionnent qu'ils ont parfois des milieux d'intervention habituels dans lesquels ils se sentent en sécurité. Puis c'est souvent une course à obstacles pour arriver à trouver le bon service où ils se sentent bien accueillis. Donc, dans un contexte où il y a un bouleversement puis une difficulté d'accès aux services, le fait d'avoir des nouveaux services, ça devient souvent très stressant, puis le lieu, malheureusement, où ils peuvent vivre des expériences de stigmatisation, de jugement. La question aussi des refuges, plus spécifiquement l'accès à des toilettes, par exemple, à des douches qui soient sécuritaires pour les femmes en particulier, aussi les personnes de la diversité de genre. Il y a eu des enjeux importants vécus sur ce plan-là. La question de la violence conjugale, tout le fait que les ressources en violence conjugale doivent rester ouvertes, puis c'est une problématique qui a été accrue, a été aussi nommée par nos personnes qu'on a rencontrées. Donc, peut-être que sur cet aspect-là, ce qu'on souhaite nommer en termes d'approche, ça a plusieurs ramifications, avoir une approche sensible au genre, à la diversité sexuelle, notamment la question de barrières à l'accès aux services, penser qu'ils sont encore accentués en situation de crise sanitaire, donc de porter attention dans quelle mesure je rejoins cette population-là, quels sont les obstacles, comment je peux les résoudre. Une approche centrée sur le trauma qui sont vécus de façon en plus large proportion par les femmes et aussi les groupes qui sont plus stigmatisés. Peut-être porter attention aux expériences de violence subies aussi plus récemment, qu'on ne pose pas toujours la question, mais il y a souvent des expériences très stressantes, traumatisantes qui sont assez récentes aussi puis qui influencent l'usage de substances, d'avoir une sensibilité à ces éléments-là. Donc, de voir à la question de l'approche anti-oppressive en 30 secondes, c'est difficile à décrire, mais c'est être sensible aux sources, finalement, c'est qu'est-ce qui peut amener une personne à se sentir accueillie par rapport à juger ou stigmatiser. Ça peut être de sensibiliser, la question des formulaires, la question de simplement avoir une attitude accueillante par rapport aux différences. Ça devient encore plus important dans des périodes de crise comme actuellement. Les enjeux de rôle parental, protection de l'enfant aussi qui sont accentués avec la violence conjugale et le confinement. Puis en fait, peut-être les enjeux de travail du sexe, quand on parle de personnes qui ont une consommation avec polyusage, il y a plusieurs personnes pour être capables de payer leur consommation. Il y a souvent du travail du sexe entourant cette réalité-là qui est peu abordée dans les soins spécialisés, parfois pas aussi en réduction des méfaits. Les enjeux de violence et de sécurité sont d'autant plus mis de l'avant par ces personnes-là, donc elles ont besoin de soutien également sur ces enjeux-là. Alors,
On a 6 conclusions sur 6 recommandations sur 60, beaucoup de choses qu'on pourrait vous dire. On vous invite à lire, mais on a quand même quelques conclusions avec lesquelles on voudrait vous laisser. Donc, Martin, tu vas nous parler des défis, hein, des défis liés à l'implantation de ces recommandations-là, peut-être pour commencer. Alors, je te passe la parole. Ben, en fait, oui, parce que les défis liés à l'implantation, comme Karine l'a dit, là, les recommandations sont nombreuses et donc c'est toujours comment arriver à, finalement, en fonction des différentes consignes qu'on a reçues et qu'on reçoit encore, là, qui changent à travers le temps, c'est comment arriver à finalement trouver l'équilibre entre les besoins des usagers puis les préoccupations des équipes de travail. Donc, les défis de l'implantation, c'est d'arriver à composer avec ces nombreuses balles qu'on a pour mettre en place là, les services qui demeurent. Puis des fois, c'est un casse-tête là, parce que ce qui fonctionnait au mois de mai ou ce qui était la consigne change avec le temps. Mais c'est vraiment de trouver l'équilibre entre sécurité des employés, prestations de services, puis finalement des mesures sécuritaires. Sinon, peut-être plus, Karine, est-ce que je vais avec les priorités d'action? Ça va? Je vais continuer. Donc, nos priorités d'action, bien, c'est sûr qu'il y a des éléments tels que, puis pensons vraiment à la sécurité de base, je vous dirais, là, le safe supply, les services web, puis donc tout s'assurer de la base, c'est de s'assurer que les usagers, nos usagers ne soient pas en danger. Donc, il y a vraiment des mesures pour s'assurer d'éviter le pire, là, je vous dirais, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut mettre nos efforts sur nos priorités d'action, de maintenir forcément les activités, mais je vous dirais dans les priorités d'action, s'assurer qu'on a les bons outils. Donc, on en a parlé, il y a encore plusieurs obstacles parfois pour faire de la téléconsultation ou rejoindre des personnes. Donc, il y a également là-dessus là, certains éléments qu'on doit prioriser, donc tant au niveau je dirais, de nos outils, mais que de services qu'on va mettre en place. Puis sinon, ben, plus la perspective d'avenir, puis je vais passer la parole, Karine, après, la perspective d'avenir, c'est aussi bien, comment maintenir nos innovations, comment ne pas laisser finalement, avec un assouplissement des mesures, tout ça. Je pense qu'il faut éviter de revenir en arrière sur certains éléments, des étapes qu'on a déjà franchies. Là. Alors, en fait, c'est nos perspectives et je vous dirais nos priorités, mais aussi un peu un souhait là, qu'on tente de transmettre. Alors, Karine, je te laisse. Peut-être un mot de la fin. Merci, Martin. Puis je pense que ça rappelle aussi l'ensemble de ces résultats-là, l'importance d'avoir une approche syndémique de santé publique. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est toute cette question de porter attention aux sous-groupes, en fait, qui sont davantage marginalisés, pour qui l'ampleur des difficultés puis les impacts de la crise sanitaire actuelle sont plus grands. Puis la COVID-19 est un peu un révélateur, c'est-à-dire que les inégalités sociales en santé, on sait qu'il y a des gens qui sont plus affectés par différents types de problèmes de santé physique, les santé mentale, les dépendances. Et on est en train d'accentuer un peu les impacts de cette crise-là chez des gens qui sont en situation de précarité économique, précarité sociale. Et dans nos solutions, on doit aussi jouer sur nos politiques, par exemple, l'accès à un logement, l'accès à la nourriture, le fait d'avoir accès à la sécurité, finalement, ce que ça doit être pris en compte aussi dans nos actions, puis quand on priorise aussi certaines clientèles plus vulnérables, dans la façon dont on adapte nos services, de s'assurer qu'on n'est pas en train d'accentuer nos inégalités, puis qu'on agit aussi sur les conditions sociales des gens, puis on travaille avec les obstacles à l'accès aux services, qu'on regarde quels sont les obstacles spécifiques pour lesquels on peut amener une réponse pour améliorer l'accès à des services adaptés pour ces personnes-là en situation de vulnérabilité. Donc, ça, je pense que c'est à maintenir aussi pour la suite. La question du haut seuil, on parle de bas seuil d'exigence, mais de généraliser, en fait, des pratiques en collaboration avec les milieux communautaires puis le milieu public pour favoriser vraiment l'accès puis adapter nos services pour pouvoir maintenir ces gens-là aussi dans des soins qui répondent réellement à leurs besoins. Donc, je mettais sur ce dernier mot. Merci de votre attention. Puis, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous si vous souhaitez.
Merci beaucoup à vous deux, vraiment hyper intéressant. Là. J'ai beaucoup aimé vos vignettes là, sur les usagers et les gestionnaires. Là. Je trouve que ça faisait un beau parallèle. Donc, je vous invite vraiment maintenant à poser vos questions. Vous avez deux options, là, soit via le chat, on peut prendre les questions. Sinon, vous pouvez aussi lever la main. Puis, je vous jette aussi dans le chat déjà un petit lien là, si vous voulez donner des commentaires sur aujourd'hui. Puis, moi, j'ai une première question. Là, on a vu tous les enjeux. Là, ça dresse vraiment un super beau portrait. Je me demandais, est-ce qu'il y a des types de services qui sont plus faciles à faire à distance versus d'autres? On comprend que pour la prescription, là, pour la méthadone, l'exemple que vous avez donné dans la recommandation 5, c'est plus facile. C'est pas plus facile, là, mais c'est facile de le faire à distance versus d'autres types de soins. Je me demandais, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus des types de services qui nécessitent vraiment en présentiel versus d'autres qui sont plus faciles à adapter là, en distance? Martin, vas-y, puis je compléterai au besoin. Ben, en fait, c'est une bonne question, Émilie. Je ne suis pas sûr qu'il y a des services qui sont plus faciles. Puis peut-être qu'il y a des gens qui me contrediraient là-dessus. Euh, dans le sens où il y a des services qui font plus l'affaire de certains usagers et d'autres non. Puis moi, je pense vraiment que c'est là-dessus qu'il faut revenir sur c'est quoi le besoin de l'usager. Là, ce qu'on entend maintenant, c'est qu'il y a des usagers qui nous disent « Ah mon Dieu, c'est tellement facilitant. » Puis des fois, c'était le désir de l'équipe clinique ou du médecin qui disait « Je veux le voir à chaque fois que j'y fais une prolongation. » Puis il y a certains usagers qui ont dit « Mon Dieu, c'est facilitant, je me sauve de me présenter. » Et dans le sens où je vais respecter mon traitement, tout ça. Et d'autres usagers, c'est le contraire. Ils veulent avoir cette rencontre-là. Ils ont besoin pour justement échanger. Fait que je vous dirais, est-ce que c'est plus facile? Maintenant, on a des groupes qui fonctionnent à distance, on a des groupes qui fonctionnent en présence. Il y a vraiment, et ce que je voudrais éviter, puis c'est un peu ça dans nos recommandations, c'est pas tout un ou tout l'autre. Les besoins sont différents, les situations sont différentes. Bien sûr, il y a des rencontres qui s'adaptent plus facilement, mais pensez-y, des fois, faire une rencontre familiale, on pourrait penser qu'il faut avoir tout le monde dans le même bureau à la même heure. Mais là, tout à coup, on a la capacité peut-être de rejoindre deux personnes qui ne sont pas finalement au même endroit, puis on pourrait les avoir en présence en même temps. Donc, je dirais plutôt que ça nous ouvre des opportunités, mais je n'aurais pas tendance à dire, alors prenons ce virage-là. Je ne sais pas, Karine, ce que... Oui, bien, puis je pense, sur le plan de effectivement, il y a certaines initiatives que même qui ont été à Montréal ou ailleurs au Québec sur le plan de la littérature scientifique qui sont documentées ailleurs, comme le fait l'idée de prescrire à distance, par exemple, des TAO. C'est des pratiques qui tendent à diminuer les barrières à l'accès, même en dehors d'un contexte de pandémie qui devrait être généralisé. Donc, il y a ce genre de pratique-là qui est intéressante, mais effectivement, il y a toujours cette idée que lorsque une personne vit une crise psychosociale très importante, un grand état de vulnérabilité ou une difficulté d'avoir des conditions d'accès à une technologie, il y a des caractéristiques comme ça qui, là, permet vraiment de recommander d'avoir une intervention en présence. Mais en contexte où la personne a un suivi qui est enclenché, on a quand même des données aussi en termes de littérature qui montrent que de la thérapie, par exemple, à distance, une psychothérapie à distance via Zoom versus en présence, on arrive à trouver des efficacités similaires, par exemple. Actuellement, Myriam Laventure fait des travaux pour adapter des modalités de groupe avec le groupe Cap sur la famille, des groupes de famille à distance. On sait qu'il y a des pratiques qui peuvent aussi être efficaces. Fait que l'idée, c'est vraiment pas nécessairement de remplacer, mais il y a certaines pratiques dans des conditions où les gens ont accès à la technologie et ne sont pas dans un niveau aigu de détresse qui, là, donnent vraiment des bons résultats. Et que c'est peut-être à penser dans d'autres contextes, comme par exemple rejoindre des gens qui ont, on pense à la ruralité, des gens qui ont des fermes, il y a des populations qu'on n'arrive pas à rejoindre dans nos centres spécialisés en dépendance parce que ce n'est pas adapté à leur contexte. C'est là où aussi on questionne le fait qu'il faudrait étendre ce type d'approche-là. Excellent, merci. J'ai partagé dans le chat, là, j'ai vu, je disais que la présentation PowerPoint puis la rediffusion, là, la capsule vidéo qui a été filmée va être rendue disponible sur notre site web au courant de la semaine, là, sans problème. Sinon, il
il y a Vincent Wagner qui nous a transmis une ressource si jamais ça vous intéresse. Sinon, moi, j'avais peut-être une autre question. On a parlé brièvement à la fin des enjeux de diversité sexuelle et de genre. Est-ce que, si vous aviez à nommer un top 1 de quelque chose qu'il faut absolument retenir, ça serait quoi? Quand on parle d'importance de garder aussi les services de proximité en présence, pour certains types de populations, je pense, par exemple, un des enjeux, en tout cas, qui a été nommé par nos partenaires qui travaillent auprès, par exemple, des hommes gays, bisexuels, il y avait vraiment des enjeux accentués en termes d'isolement social. On s'est retrouvés, pour plusieurs personnes, la façon de pouvoir vivre ouvertement, notamment leur orientation sexuelle, c'est à travers des lieux de socialisation, par exemple les bars dans la communauté pour ceux qui sont plus à Montréal, des groupes communautaires, par exemple, comme un réseau à Montréal, qui offrent des services de proximité qui contribuent beaucoup à briser l'isolement. Puis, on s'est retrouvé dans une situation où est-ce qu'on a mis de l'avant des services à la fois en ligne et en présence, je dirais. Donc, si je parle de ce partenaire-là, de nos travaux de recherche notamment, ils ont par exemple des groupes en ligne pour les consommateurs de méthamphétamine ou ils créent des communautés en ligne à distance, mais un maintien aussi de certains services en présence. Je dirais qu'il y a des enjeux importants de ne pas perdre le contact. Donc, ce serait peut-être ces éléments-là que je nommerais qui sont importants. Puis peut-être que l'autre élément, ceci dit, qui nous préoccupe aussi, c'est dans l'ensemble du réseau de la santé des services sociaux, au-delà des services plus pointus, spécialisés, de pouvoir avoir une ouverture dans notre approche d'intervention, à ne pas présumer, par exemple, que ce soit un conjoint ou une conjointe qui a des petites particularités comme ça, d'avoir vraiment un positionnement d'ouverture pour ne pas présumer de l'orientation d'une personne qui aide vraiment à demander le pronom que la personne utilise aussi. C'est des façons de faire qui permettent que la personne puisse s'ouvrir plus facilement sur ce qu'elle vit. Et d'être attentif aux liens entre, par exemple, le fait d'être ouvert ou pas par rapport à une orientation, les liens entre la sexualité et la consommation, c'est souvent au cœur des difficultés. Lorsqu'on ouvre tout simplement par des questions ouvertes, on accueille, ça c'est plus au plan interventionnel, on peut faire vraiment une différence. Souvent, c'est des sujets qui vont être tabous ou non abordés, ce qui fait qu'une personne va soit abandonner le suivi, sentir qu'elle n'est pas accueillie, ou pas aborder des enjeux centraux pour sa santé en lien avec les dépendances. Ça fait les éléments que je pourrais aborder. Je sais pas si Martin, si tu voulais compléter ou ajouter quelque chose. Ben, peut-être juste ajouter avec ce que Karine a dit, c'est aussi tout l'isolement puis les gens à distance au niveau des demandes de services, de ne pas présumer. En fait, donc, on a vu une augmentation des crises familiales, conjugales, de violence et compagnie. Donc, c'est pas parce que les personnes ne nomment pas qu'il ne faut pas aller dans ces dimensions-là qui sont associées dans la population générale et encore plus forcément chez la clientèle qui demande de l'aide. Donc, je pense que c'est ça, c'est d'avoir encore des antennes plus grandes, j'aurais tendance à dire, pour tous ces éléments-là. Parfait, merci. Je vois qu'il n'y a pas de main levée, il n'y a pas de questions aussi dans le chat. Donc, je voudrais faire un petit mot de la fin. Là. Un grand merci encore à nos deux conférenciers. Vraiment, un webinaire hyper intéressant aujourd'hui. Puis merci à vous aussi d'être venus à la présentation. Là. C'est vraiment super apprécié. Donc, je vois qu'il est presque midi. Je vous souhaite une belle fin de journée à tous et à toutes. Puis je laisse le dernier petit mot de la fin à Karine puis à Martin. Je vais peut-être inviter les gens à aller sur le site web. On a mis le lien à la fois, si vous cliquez sur la fiche publicitaire ou encore sur la présentation qui va être rendue disponible, vous avez accès sur le site de l'Institut universitaire sur les dépendances dans les outils COVID-19. Il est classé dans les outils pour les gestionnaires, même si ça implique aussi les cliniciens. On a le rapport détaillé. On a plusieurs guides aussi qui sont disponibles gratuitement, qui sont référencés en annexe. Puis on a la version anglophone maintenant, ainsi qu'une version plus synthétique. Donc, si vous voulez vous appuyer pour essayer de réfléchir dans vos organisations aux adaptations de services que vous souhaitez faire, bien, comme on disait, il y avait un certain advocacy que Martin nommait. Si vous sentez important de peut-être revendiquer certains changements de pratique, bien,
sentez-vous bien à l'aise en espérant que ce document-là puisse vous être utile dans ces démarches-là. Donc, c'est disponible sur notre site web. Martin, je ne sais pas si tu souhaites y aller avec un dernier mot de la fin. Oui. Je t'ai dit, merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.